Lacan, nous et le réel, 29e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? À la dernière séance, nous avons évoqué donc l'affect de la honte comme premier effet de l'inscription au registre symbolique. Alors cette honte, bien sûr, elle renvoie à quelque chose de l'ordre d'un écart entre qui nous sommes et qui est inaccessible et pour qui nous nous faisons passer. Une formule là qui est évidemment un rapport avec l'équivoque, c'est ce condiment. Donc ce condiment va nous amener à la moutarde, comme on va le voir tout à l'heure. Et on va parler de la moutarde. Mais avant de parler de la moutarde comme ce condiment, nous allons revenir sur une notion qui prend son origine il y a très longtemps, mais qui a été actualisée au XXe siècle, d'abord par Heidegger et ensuite par Lacan, de manière exemplaire pour nous faire comprendre ce qu'il en est du signifiant. C'est la notion de vase, c'est-à-dire le vase non pas dans sa fonction utilitaire de vase, mais dans sa fonction de signifiant. C'est-à-dire que cet objet-là, qui est façonné par l'homme, il est façonné de telle manière qu'on peut le considérer comme le signifiant primitif. Il est façonné à partir du vide qui le constitue. Et si Heidegger en fait un objet signifiant, pas dans le sens lacanien du terme, puisque Heidegger n'est pas là-dedans, mais un objet quasi mystique, c'est que son orientation fait que le vase est là pour recueillir quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, et il est fait de la terre, c'est-à-dire de quelque chose qui élève la terre, qui la soulève et qui l'amène à un autre état. Pour Lacan, évidemment, cette dimension n'est pas fortuite, mais ce n'est pas ce sur quoi il s'attache. C'est-à-dire que le vase, pour Lacan, c'est vraiment cet objet en tant que signifiant. Un signifiant, comme quoi un signifiant, ce n'est pas forcément un mot. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une bibliothèque entière, ça peut être un objet, comme ça, qui, façonné de main de l'homme, devient donc un rapport entre le plein et le vide. Il est façonné ex nihilo, c'est-à-dire à partir du vide, mais ce vide-là est destiné à emplir, c'est-à-dire à devenir un plein. Mais on peut dire, avec un peu d'humour, que de toute façon, le vase est toujours plein de vide. Et cette création ex nihilo, c'est la métaphore même de la création divine, où vous savez que c'est ex nihilo, donc à partir de rien, à partir du vide, qu'une forme peut apparaître. Donc, dans un premier rapport comme ça, du plein et du vide, le vide et le plein signifient la même chose, puisque le plein n'est que la forme remplie du vide, mais le vide et le plein renvoient à cette dimension du mythe qu'on a vu dans les séminaires précédents, où un jeu d'opposition n'est pas contradictoire, mais dans une relation de contrariété, ce qui n'est pas la même chose, et qui font que
la vérité ne peut être que mi-dite. Donc, cette articulation du vide et de plein, du vide et du plein, est la constitution même du vase comme signifiant. Alors, à partir de là, on peut se dire, on a aussi une dialectique entre le contenu, qui est le vide, enfin, qui viendra se placer dans le vide, et le plein, qui est le tour. Donc, on a là une forme qui est délimitée par le vide. C'est-à-dire c'est à partir du vide qui la constitue que cette forme peut devenir une forme. D'ailleurs, vous savez que par exemple, quelque chose d'aussi commun que le fromage, ça vient de là. C'est juste qu'il y a une inversion de 2 lettres, mais c'est formaggio. C'est-à-dire c'est une forme à l'intérieur de laquelle on pose quelque chose donc, qui va devenir un formage et donc un fromage. Donc nous restons dans la métaphore alimentaire avec la manière dont Lacan va essayer de rendre compte de ce qu'il en est du signifiant. Et pour ça, il va prendre un exemple alimentaire assez connu, celui du pot de moutarde. Il va expliquer que, justement, un pot de moutarde est en tant que tel, donc c'était souvent des verres à moutarde, si vous vous souvenez, et donc il y avait un certain Bornibus à l'époque, donc 19e siècle, qui a fait fortune avec la moutarde parce qu'il a présenté toute une capacité de développement de gamme de moutarde qui pouvait se déguster dans tous les pays, et donc ce condiment a pu s'exporter partout. Et donc pour Lacan, le pot de moutarde, en fait, est toujours vide de moutarde. C'était puisqu'on gardait le pot de la moutarde. Mais donc le contenu, la signification moutarde, elle est écrite dessus. C'est-à-dire que c'est le mot moutarde qui est écrit dessus qui dit ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'il y a dedans, c'est du vide. Donc le verre à moutarde, le pot de moutarde, c'est un signifiant, c'est-à-dire que c'est un contenant qui contient un vide. C'est là où ça devient intéressant. Parce que si ce contenant vide contient ce vide, est-ce que ce vide-là est le même que le vide du contenant d'à côté? Là, il faut imaginer plusieurs pots de moutarde les uns à côté des autres, plusieurs verres à moutarde si vous voulez, et on se demande si en changeant un pot de moutarde par un autre, est-ce que c'est le même vide qu'il y a à l'intérieur? Ça a l'air d'être un sophisme, et ça l'est, mais il n'empêche que dans chaque sophisme, il s'agit d'en tirer la vérité qui le constitue. Donc, reprenons. Ces pots de moutarde-là, ce qui les différencie, ce n'est pas ce qui est marqué dessus, puisque ça, c'est la même chose. Comment ces pots de moutarde-là, qui sont vides, mais d'un vide différent, vont-ils arriver à une forme d'individuation du pot de moutarde? Est-ce qu'il y a une individuation possible du pot de moutarde? Ou est-ce que c'est le même? Le sujet est l'effet de cette répétition en tant que cela nécessite le fading, l'oblitération de la première fondation du sujet. C'est pourquoi le sujet, statutairement, est toujours présenté comme essence divisée. Le trait, j'insiste, est identique, mais il assure la différence seulement de l'identité, non par effet de mêmeté ou de différence, mais par la différence d'identité. C'est facile à comprendre. Comme l'on dit en français « je vous numérote », je vous donne à chacun un numéro, et cela assure le fait que vous êtes numériquement différents, mais pas plus que ça. Le même, ça vient de metipsimus, qui veut dire, qui est le superlatif de moi-même. C'est-à-dire le plus moi-même de moi-même. C'est-à-dire que ce qui est le plus moi-même, en fait, ce n'est rien d'autre que le vide qui me constitue. Alors là, nous sommes dans un point clé de la notion d'identité et de l'articulation entre universel, particulier et singulier.
puisque ce qui va différencier ces pots de moutarde, en fait, ce n'est pas la petite différence, comme dit Freud, le narcissisme de la petite différence, donc la particularité. L'universel lui-même, en fait, ce que découvre la psychanalyse, le seul universel, c'est que chaque sujet a une histoire absolument particulière, et donc ce qui vaut pour un obsessionnel, sur le plan de la cure analytique, ne vaut pas pour un autre obsessionnel, puisque chacun, nous sommes amenés à être signifiés par un signifiant maître qui nous emmène dans le langage selon un mode particulier. Donc l'universel n'est rien d'autre que chacun de nous est amené par le signifiant sur le mode langagier. Ça, c'est l'universel. La singularité, justement, c'est cette conciliation impossible de l'universel et du particulier sur le mode, cette fois, du vide inhérent, et qui est le vide de l'être. Mais s'il restait quelque chose de prophétique dans l'exigence, où se mesure le génie de Hegel, de l'identité foncière du particulier à l'universel, c'est bien la psychanalyse qui lui apporte son paradigme en livrant la structure où cette identité se réalise comme disjoignante du sujet, et sans en appeler à deux mains. Disons seulement que c'est là ce qui objecte pour nous à toute référence à la totalité d'un individu, puisque le sujet y introduit la division, aussi bien que dans le collectif, qui en est l'équivalent. La psychanalyse est proprement ce qui renvoie l'un et l'autre à leur position de mirage. C'est là où justement s'oppose dans le cogito cartésien le je pense au je suis. Donc Lacan reprend Freud et sa prudence, c'est pas vraiment prudence le mot, c'est sa réticence vis-à-vis du commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que ce commandement, Freud sait que s'aimer soi-même, c'est très compliqué. Parce que ça ne va pas de soi, justement. On ne sait pas ce que c'est soi-même. Mais là, avec le moi-même qui est un redoublement du météipsé, alors là, nous pouvons dire que ce qui est le plus nous-mêmes, c'est effectivement le vide qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, à partir duquel ce vide-là se constitue notre singularité. Cette singularité-là, en fait, elle se constitue à partir du vide d'où naît le signifiant. C'est pour ça que c'est un trou. Le trou d'où sort le signifiant, c'est un trou du réel. Le signifiant vient, nous accroche en tant que sujet pour nous signifier auprès d'un autre signifiant. Et chacun de nous vit ça. Ça, c'est le véritable universel. La particularité, c'est comment chacun de nous est signifié, et la singularité, c'est comment nous répondons de ce rapport au signifiant, c'est-à-dire ce que nous sommes capables d'en faire. Là se signale réellement notre singularité, c'est-à-dire à quel point nous pouvons entrer dans une dialectique avec ce signifiant, ce qui est le propos justement de la cure analytique. Alors, à partir de là, nous avons une possibilité de comprendre ce qu'il en est de l'interprétation analytique, puisque l'interprétation analytique, justement, ne va pas être une herméneutique, c'est-à-dire que ça ne peut pas être ça veut dire ça, ça veut dire ça, tel type de comportement ont tel sens, etc., puisque nous avons chacun notre singularité de réponse au signifiant. Donc, ce qui va constituer l'interprétation analytique, ce n'est rien d'autre que l'équivoque signifiante, c'est-à-dire la manière dont le langage permet de faire dériver la chaîne signifiante. Le signifiant nous accroche, fait en sorte que nous soyons pris dans une chaîne et signifiés par cette chaîne-là, ce qui fait que cette chaîne qui tourne répète aussi les mêmes symptômes au cours d'une vie, jusqu'à ce que la psychanalyse puisse arriver à faire dérailler cette chaîne signifiante grâce à l'équivoque qui est l'interprétation véritable sur le plan psychanalytique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre interprétation psychanalytique que de dire que
l'analysant l'a dit, et donc on ne lui a pas fait dire, et que lui faire relever qu'il y a une équivoque sur son signifiant. Là, à ce moment-là, il y a une possibilité de faire bouger la chaîne signifiante, et donc l'interprétation analytique n'a jamais rien perdu de son efficace, puisque l'interprétation analytique, contrairement à ce qu'on peut imaginer maintenant avec la chute de la psychanalyse dans le registre de la psychologie, c'est-à-dire le passage du signifiant au signe, la psychanalyse reste du côté du signifiant. Donc il n'y a eu aucune chute de l'interprétation psychanalytique. La psychanalyse conserve sa puissance d'interprétation qui est intacte depuis le début, contrairement à ce qui se dit justement dans les milieux où il n'y a pas de grande différence entre ce qui est annoncé comme psychanalyse et ce qui est annoncé comme psychologie. Le sujet, pris au leurre de l'identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d'une image morcelée du corps à une forme que nous appellerons orthopédique de sa totalité, et à l'armure enfin assumée d'une identité aliénante qui va marquer de sa structure rigide tout son développement mental. La singularité, au départ, c'est la manière singulière dont chacun fait avec l'universel. Donc c'est la singularité du symptôme au départ. Hein. Mais aujourd'hui, si on veut faire de la singularité une idéologie, c'est une manipulation idéologique. C'est-à-dire que c'est se mettre soi-même dans le langage du discours courant qui, justement, en déniant toute idéologie, n'arrête pas d'imposer une idéologie. Il n'y a jamais eu de temps plus idéologique qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se retrouvent en prison juste pour un délit d'opinion. C'est-à-dire pour avoir dit des choses. Alors ça a toujours été. Hein. C'est vrai qu'auparavant, on a tendance à magnifier aujourd'hui la liberté d'expression. C'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. C'est pas vrai. Mais auparavant, ce n'était pas mieux. Voilà. On ne peut pas dire que c'était mieux avant, parce qu'auparavant, ce n'était pas mieux. C'est-à-dire ceux qui avaient vraiment quelque chose à dire prenaient les plus grands risques pour le dire. En témoigne bien sûr Socrate qui a risqué sa vie et le Christ, qui sont les deux exemples clés d'une vérité incarnée, on peut dire, qui s'annonce dans le monde et qui ne fait pas long feu. Hein. L'histoire du sujet avec l'impensable innéité de son désir ? Jamais, sinon à une limite que les génies les plus grands n'ont jamais pu approcher, le moi de l'homme n'est réductible à son identité vécue. Et dans les disruptions dépressives des rêves vécus de l'infériorité, engendre-t-il essentiellement les négations mortelles qui le figent dans son formalisme. Je ne suis rien de ce qui m'arrive. Tu n'es rien de ce qui vaut. Aussi bien les deux moments se confondent-ils où le sujet se nie lui-même et où il charge l'autre, et l'on y découvre cette structure paranoïaque du moi qui trouve son analogue dans les négations fondamentales mises en valeur par Freud dans les trois délires de jalousie, d'érotomanie et d'interprétation. C'est le délire même de la belle âme misanthrope rejetant sur le monde le désordre qui fait son être. Alors, l'interprétation ne sert le discours capitaliste qu'en tant qu'elle est religieuse, c'est-à-dire qu'elle vient porter du sens et je dirais presque saturée de sens, bourrée de sens. Donc comme c'est la plupart du temps le cas dans les interprétations dites psychanalytiques, mais qui n'en sont pas, car elles ne jouent pas sur l'équivoque, elles jouent sur une herméneutique, et c'est ce qui fait dire à certains que l'interprétation psychanalytique aurait perdu son sens parce que maintenant on aurait des symptômes qui seraient préinterprétés, etc. Non, parce que ça c'est dans une perspective psychologisante seulement. Dans la perspective psychanalytique, ça ne peut pas être le cas. L'écoute psychanalytique, c'est autre chose que de la psychologie. Même si la psychanalyse est devenue aujourd'hui massivement de la psychologie, sous l'égide de nos professeurs d'université qui font du discours universitaire tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que le discours universitaire, justement, c'est
une variante pervertie du discours du maître. Donc à partir de là, nous sommes dans une relation d'antipathie radicale avec le discours analytique. Le discours analytique qui, lui, fait jaillir de la part de l'analysant son propre savoir insu. Et l'interprétation analytique n'est jamais une interprétation de sens. C'est une interprétation qui le renvoie sur la possibilité de mettre en faillite, en échec, la chaîne signifiante qui le constitue. Donc il n'y a pas d'autre acte en psychanalyse que celle d'une suspension de la réalité constituée. C'est-à-dire d'avoir, de penser que nous faisons partie d'une réalité et qu'il est si naturel que ça de parler dans cette réalité. Alors qu'il y a quelque chose à revoir avec l'éthique de la psychanalyse, qui est revue d'ailleurs par Lacan, en réétudiant de manière très précise Freud, où justement Freud constate l'inadéquation de l'appareil psychique avec ce qui s'appelle le monde. Il y a un trou, l'appareil psychique ne peut pas s'adapter au monde, il y a un écart. Cet écart-là, on a vu d'où il venait, c'est-à-dire qu'on l'a situé avec ce trou du réel d'où émerge le signifiant maître, le premier qui va nous accrocher et nous faire subir l'effet de langage qui nous inscrit dans la chaîne du langage, que nous parlions ou pas, nous sommes inscrits en tant que sujet dans la chaîne du langage. Et ce qui nous constitue intégralement, puisque nous l'avons déjà vu, ce qui fait la différence entre nous et les autres espèces, c'est que notre corps n'est là que comme caisse de résonance de la parole, donc une possibilité de jouissance de la parole. Et la jouissance, au même titre que les colliers, les vases, justement, les contenants, les armes, vont être retrouvés dans les sépultures du seul être de cette planète qui est définitivement marqué à mort par la parole, qui fait que son corps soit vivant ou mort, il est le réceptacle de la parole. Donc dans les tombes, nous allons retrouver ces objets de jouissance qui sont à l'égal de son corps, de ce qui reste de son corps, de ses ossements, des objets de jouissance. Qui ne voit que l'âme, ce n'est rien d'autre que son identité supposée à lui-même ? Avec tout ce qu'on pense pour l'expliquer, bref, l'âme, c'est ce qu'on pense à propos du corps, du côté du manche. Et on se rassure à penser qu'il pense de même, d'où la diversité des explications. Quand il est supposé penser secret, il a des sécrétions. Quand il est supposé penser concret, il a des concrétions. Et quand il est supposé penser information, il a des hormones. Ou bien encore, il s'adonne à l'ADN, Adonai, Adonis, enfin, tout ce que vous voudrez. Donc, Freud, lui, ce qu'il découvre, c'est que en faisant une première opposition entre le principe de plaisir et le principe de réalité, il se rend compte progressivement, au cours de son travail, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de rupture entre le principe de plaisir et le principe de réalité. Mais il y a une sorte de façon de différer le plaisir pour qu'il puisse coïncider à certains éléments qui seraient constitutifs de la réalité. Mais en fait, au fond, tout ça, il se rend compte, ne sort pas d'un système de pensée qui est produit directement par l'inconscient. Et donc, il constate que, contrairement à la psychologie qui est censée adapter notre comportement au monde, comme s'il y avait un monde préformé et comme s'il y avait une réalité déjà donnée par avance, en fait, Freud dit, mais non, il y a quelque chose de déchiré là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a une rupture, il y a un trou. Et ce trou-là, bien sûr, vous l'avez compris, ce n'est rien d'autre que le réel de Lacan. C'est-à-dire que c'est à partir de ce trou-là, effectivement, parce qu'il y aura eu un vide préalable, c'est ça le réel de Lacan, qui est au futur antérieur. On découvre qu'il y aura eu ça, ça a toujours eu lieu, mais ce n'était pas perceptible, donc on le crée au futur antérieur. Ce réel-là aura permis
le surgissement du signifiant maître qui nous accroche comme sujet et nous jette dans la chaîne signifiante. Là, nous sommes vraiment dans la psychanalyse. Et donc, pour revenir sur la honte, elle prend son origine là. À partir du premier effet de langage, nous avons le premier affect du langage. Nous sommes affectés comme à l'armée, vous êtes affectés par ce signifiant-là. On pourrait dire même infectés, hein, puisque c'est une sorte d'infection, la parole, qui vient nous parasiter entièrement notre corps. Et à partir de là, donc, nous appartenons au langage. Notre corps est parasité par le langage. Donc, ce langage-là, nous n'y sommes pas encore, puisque on peut dire, comme on l'a vu dans les séminaires précédents, que c'est ce qui reste de Dieu, en quelque sorte, de Dieu en tant que, non pas une espèce d'entité mystique, mais le Dieu qui est le vide même dans la structure qui permet que ce signifiant s'impose. Ce qui fait dire à Lacan que Dieu, ce n'est rien d'autre que le dieur, c'est-à-dire le dire lui-même. Le fait que nous puissions dire. D'ailleurs, Lacan propose la question et il dit « Quelle peut être la consistance d'un Dieu qui crée le monde par la parole ?» Parce que, évidemment, avec l'histoire du vase, vous avez vu tout à l'heure, donc, qu'il y a une création ex nihilo, puisque c'est à partir du vide que se crée le vase. Et bien, de la même manière, la parole elle-même, elle est un contenant et un contenu. Et là, vous avez la définition du signe saussurien. C'est-à-dire le contenant, c'est le signifiant, et le contenu, c'est l'idée qu'on s'en fait. Hein, c'est-à-dire la signification. Donc, c'est pour ça que Lacan insiste sur le vase, parce qu'il dit que la signification, elle n'est pas à l'intérieur du vase, puisque l'intérieur et l'extérieur, en fait, se correspondent, et au fond, ça n'existait jamais dans la nature jusqu'à maintenant qu'il y ait un intérieur et un extérieur, un vide et un plein. Et, pour le dire comme Beckett, il y a un intérieur et un extérieur, mais ce n'est pas intérieur à moi et extérieur à moi. C'est que mais pas en tant que moi, je suis quelque chose entre cet intérieur et cet extérieur, qui vibre comme un tympan. C'est-à-dire comme quelque chose qui résonne de l'ordre de la parole. Parce que la parole elle-même, elle est simultanément le son, par exemple si je dis parole, le son parole, qui vient d'ailleurs de parabole. Hein, vous savez, une parabole en mathématiques, c'est quelque chose qui n'atteint jamais sa limite. Donc, une parole, c'est ce son-là, c'est la musicalité, c'est le son, c'est le signifiant. Et puis, il y a le signifié, c'est-à-dire c'est la signification que vous lui donnez, que chacun lui donne. Et c'est comme ça que nous sommes signifiés par le signifiant. C'est-à-dire que notre singularité, elle va être dans notre manière d'entendre le monde, justement. L'analysé commence à parler. Écoutons-le. Entendons ce « je » mal assuré, dès qu'il lui faut se tenir à la tête des verbes, par où il est censé faire plus que se reconnaître dans une réalité confuse, par où il a à faire reconnaître son désir en l'assumant dans son identité. J'aime, je veux. Comment se fait-il qu'il tremble plus en ce pas qu'en aucun autre, si ce n'est que si léger qu'il en fasse le saut, il ne peut être qu'irréversible, et justement en ceci, qu'à la merci sans doute de toutes les révocations, il va désormais les exiger pour ses reprises. Évidemment, tous ces aspects, quand on les met ensemble, on se dit, mais quelle est l'éthique pour la psychanalyse? Alors, vous savez que c'est un des séminaires les plus réputés de Lacan, l'éthique de la psychanalyse, que tout un chacun peut lire, d'ailleurs, parce qu'il est écrit dans un style d'une clarté cristalline. Et l'éthique de la psychanalyse, comme on l'a vu, alors j'allais dire hier, comme on l'a vu lors des 2 derniers séminaires, il y a donc ce théâtre familial, cette espèce de barda familial dont chaque enfant hérite plus ou moins, avec d'infinies variations, et maintenant encore plus de variations, avec les nouvelles mœurs. Mais il n'empêche que les fonctions en tant que telles restent. Et donc, on l'a vu, la psychanalyse insiste sur
pas seulement insiste, mais met en place la fonction paternelle. Cette fonction paternelle-là, elle est ce qui permet justement d'entrer dans le registre du langage. S'il n'y a pas de fonction paternelle, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le monde du langage. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité d'utiliser cette passerelle tournante que Lacan a appelée les noms du père. On l'a vu dans les deux mythes, donc le mythe manifeste de l'Oedipe et le mythe latent, qui est celui du meurtre de la horde, du père de la horde primitive par les enfants, ne coïncidaient pas. Et que si pour l'un, nous avions la jouissance de la mère comme résultat du meurtre du père, c'est-à-dire dans l'Oedipe, la jouissance de la mère étant entendre au génitif objectif et au génitif subjectif, c'est-à-dire la mère jouit de ça et l'enfant peut jouir de la mère, jouit de la mère. Dans le cas du meurtre du père, alors là, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Puisque c'est à partir du moment où ce père-là disparaît qu'il devient effectivement père. Alors je ne vais pas revenir sur l'interprétation que j'ai donnée sur la culpabilité, elle y est dans un des séminaires précédents, mais par contre, on voit que Freud est coincé entre deux figures de père a priori incompatibles. Et dans le souci moral qui est le sien, parce que Freud est un être vraiment puissamment éthique, je dirais, et il a cherché tout le temps à définir, avec beaucoup d'honnêteté, de la manière la plus précise où nous amener la pratique de la psychanalyse. Et à un moment, il découvre une phrase qui vient du romantique anglais Woodworth, et il contemple cette phrase avec beaucoup d'admiration et de respect. Cette phrase dit « L'enfant est le père de l'homme ». Alors là, ça fait un déclic chez Freud, c'est-à-dire que plutôt que d'assimiler le père au géniteur, ce qui est toujours une pente dans laquelle nous nous laissons entraîner, lui qui dit « Je n'aurais jamais eu à écrire tous ces livres si on avait pu observer les enfants avec assez d'attention », se rend compte en fait qu'il y a une logique à l'œuvre dans l'inconscient, que ce sont les enfants qui activent, et que l'âge adulte, qui est censé être un âge raisonnable, où il y a une plus grande capacité de penser, en fait ressemble à un déclin par rapport aux possibilités de l'inconscient, la plasticité et la qualité de langage que l'inconscient propose et dont le sujet dispose. Et donc l'éthique de la psychanalyse a quelque chose à voir avec l'enfant, bien sûr. Non pas l'enfant empirique que nous voyons devant nous, mais avec quelque chose qui est plus proche du signifiant et qui est plus directement en rapport, quand vous regardez les enfants, avec la manière dont les signifiants signifient le sujet d'un enfant. Par exemple, un enfant qui demande, il y a un âge du pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Un enfant qui pose des questions, ce n'est pas le contenu des questions qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le signifiant. C'est-à-dire, ce qu'il entend, c'est la manière dont son sujet est signifié dans la chaîne signifiante de celui à qui il pose les questions. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans le désir de ces gens-là? Est-ce qu'il est dans le désir de ses parents? Et donc, cette manière d'entendre, là, qu'ont les enfants, c'est effectivement la manière dont nous pouvons nous rapprocher de ce qu'il en est du réel contenu dans le symbolique, c'est-à-dire comme limite interne du symbolique à partir duquel ou à partir de laquelle j'entends le signifiant et non plus le signe. Je peux remonter du signe au signifiant.
Et c'est là, vous savez, où Lacan situe la honte, c'est quand il y a un dévalement du signifiant vers le signe et qu'il n'y a plus de remontée vers le signifiant. C'est-à-dire que on fait comme si, justement, il n'y avait pas eu le signifiant. Or, l'éthique, c'est là qu'elle se place. C'est ce en quoi c'est une éthique amorale, hein, comme le sont la plupart des enfants, mais ce n'est pas forcément immoral. C'est même le projet d'une politique à venir, hein, ce rapport au langage. Ce n'est pas dans la voie que nous avons prise aujourd'hui de déliquescence du langage et de déstructuration totale de tous les discours, comme on le voit notamment avec l'éducation et la culture, qu'une nouvelle politique va pouvoir avoir lieu. Elle viendra sur les cendres de ce qui se passe actuellement, qui ne peut aller qu'à sa perte. C'est impossible autrement. Parce que la déliquescence du langage, c'est la déliquescence de la possibilité même de notre parole qui signifie notre propre désaliénation, c'est-à-dire une libération possible de nos surdéterminations. Donc c'est en connaissant nos déterminants que nous pouvons conquérir un espace de liberté. Comment appréhender les conflits analytiques et leurs prototypes oedipiens hors des engagements qui ont fixé, bien avant que le sujet fût venu au monde, non pas seulement sa destinée, mais son identité elle-même? Et je voulais revenir aussi sur autre chose, c'est-à-dire que quand je vous ai parlé de la fraternité, la ségrégation ne suffit pas à faire une fraternité, hein. C'est une condition nécessaire et pas suffisante. C'est-à-dire, pour qu'il y ait de la fraternité, il faut qu'il y ait la possibilité, vous imaginez un peu la possibilité? C'est-à-dire qu'il y ait la possibilité d'aimer l'autre comme soi-même. Donc l'autre dans sa radicale altérité, c'est-à-dire la méchanceté absolue avec laquelle je peux m'imaginer que l'autre puisse être méchant avec moi. Eh ben, cet autre-là, c'est le même. Justement. Le plus moi-même que moi-même, c'est-à-dire le pot de moutarde dont je parlais tout à l'heure, eh bien, en fait, il n'est pas différent chez les uns et chez les autres, puisqu'il est le vide sur lequel se constitue le signifiant maître. Donc c'est ça le plus moi-même que moi-même. L'hétéronomie radicale dont la découverte de Freud a montré dans l'homme la béance ne peut plus être recouverte sans faire de tout ce qui s'y emploie une malhonnêteté foncière. Quel est donc cet autre à qui je suis plus attaché qu'à moi, puisqu'au sein le plus assenti de mon identité à moi-même, c'est lui qui m'agite. Sa présence ne peut être comprise qu'à un degré second. De l'altérité, qui déjà le situe lui-même en position de médiation par rapport à mon propre dédoublement d'avec moi-même, comme d'avec un semblable. Donc, une nouvelle fraternité, une possibilité politique nouvelle, se base sur, prioritairement, une révolution subjective qui doit être accomplie par chacun. C'est-à-dire une possibilité pour chacun. Alors, évidemment, Lacan dit c'est la manière de faire les saints, hein, S-A-I-N-T-S. C'est-à-dire, lui, il dit, je voudrais qu'il y en ait de plus en plus, de manière à ce que, peut-être, c'est de compenser le fait que je n'y arrive pas moi-même. Bon. Et évidemment, chacun peut dire ça et le reprendre à son compte. Parce que la révolution tant attendue, elle ne peut pas avoir lieu autrement maintenant que du fait de rénover nos rapports au langage et surtout nos rapports au signifiant. Il n'y a que par là qu'une nouvelle possibilité politique peut avoir lieu. Sinon, c'est une déliquescence annoncée. Une consommation de la terre, hein, puisque la consommation et la consommation, c'est la même chose, ça passe par l'extrême, comment dire, oui, c'est le modèle capitaliste, c'est quelque chose qui s'emballe, hein, mais c'est pas, je veux pas le prendre sur un point de vue moral, parce que je veux pas être rapproché des discours alarmistes ou catastrophistes. C'est pas du tout là que je me situe. Je me situe dans une perspective où justement il y a toujours la possibilité qui reste inscrite de rénover, de réactualiser son rapport au signifiant. Et ça passe
par la psychanalyse, et il n'y a qu'à partir de cette psychanalyse-là, c'est-à-dire la possibilité de ressourcer notre lien social, le lien social pour la psychanalyse dans le discours de la psychanalyse. La psychanalyse ne s'ordonne que du discours qui la commande. Donc, le discours de l'analyste, ce n'est pas du tout le discours capitaliste, contrairement à ce que disent certains habiles récupérateurs, mais qui n'ont rien à voir avec la lecture que fait Lacan. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, le discours capitaliste, c'est quelque chose de très subtil, hein, puisque c'est une formule qui permet plus ou moins de refouler ce qu'il en est de notre rapport au signifiant, puisque la flèche est inversée. Il s'agit donc de remonter la pente, ce qui n'est pas facile. Hein. C'est pour ça que Lacan est très pessimiste. Non, disons, il n'est pas très pessimiste, il n'est pas optimiste. Il dit que de toute façon, c'est la religion qui vaincra. Parce que la psychanalyse se place là comme une alternative à la religion dans... vous savez, les liens qui unissent la religion et la politique. Hein. Vous pensez que là, il y a séparation de l'Église et de l'État. Mais si vous regardez de très près, vous verrez que tout ce qui a eu lieu sur le plan religieux est ce qui a donné ces modèles au fonctionnement politique. Donc, c'est extrêmement lié, et ça l'est toujours malgré tout ce qu'on peut dire, hein, et surtout malgré le rejet du christianisme, qui est la seule religion, la vraie religion, comme dit Lacan, puisqu'elle permet l'émancipation. Étant donné que c'est la religion, la vraie religion, c'est la religion de la révélation, et qu'il n'y a rien à révéler, si ce n'est que Dieu nous a abandonnés, c'est-à-dire le signifiant, il nous a laissé le signifiant dans le monde comme trace de notre possible origine divine. Mais à partir de là, c'est à nous de nous débrouiller. Et pour Hegel, par exemple, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, on a intérêt à le prendre comme une bonne nouvelle. Mais ça nous demande un effort. Et notamment, en pleine ultra-domination du discours capitaliste, ça nous demande de renverser le sens, c'est-à-dire remonter la flèche, au lieu de penser que c'est nous qui ordonnons aux mots, aux signifiants, eh bien, revenir vers notre signifiant maître et la manière dont notre propre signifiant maître organise la cohérence de notre propre discours dans lequel nous sommes pris, c'est-à-dire dans lequel nous sommes parlés plus que parlants. Et ça, c'est le travail de l'analyse. Contrairement à ce qu'on imagine, dans l'identification collective, c'est par fil individuel que les sujets sont informés. Cette information n'est commune que parce qu'à la source elle est identique. Freud a mis l'accent sur le fait qu'il s'agit de l'identité que porte en soi l'idéalisation narcissique et nous permet ainsi de compléter d'un trait le schématisme, l'image qui y fait fonction d'objet. Morale, ça vient des mœurs, c'est-à-dire que ça concerne la vie en groupe et c'est un comportement, disons, communautaire, mais au sens où j'ai déjà défini une communauté, c'est pas les communautés d'aujourd'hui, hein. C'est pas des communautés d'opinion ou des communautés d'intérêt. C'est au contraire des communautés disparates qui elles-mêmes ont subi une forme d'isolement ensemble et qui fait qu'il y a une fraternité obligée. Une équipe de rugby, par exemple, est exemplaire de cette communauté-là. Il y a toutes sortes de gens dedans. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes opinions, ils n'ont pas les mêmes intérêts, etc. Mais chacun doit considérer que le collectif vaut plus que sa propre petite personne. Donc, à partir de là, on a une vraie communauté et une morale qui correspond à une éthique. C'est-à-dire que il y a une morale qui est la finalité des mœurs de cette communauté, c'est qu'elle survive, qu'elle se développe, qu'elle puisse se déployer et qu'elle ne soit pas amenée à sa perte par un dysfonctionnement interne. Donc une régulation des dysfonctionnements internes à cette communauté, c'est-à-dire que bon, les Juifs sont exemplaires de ça. Hein. On a vu un film, ils règlent entre eux leurs problèmes. Bon, en Corse aussi, ici, il y a un proverbe qui dit « Bon, je suis corse, j'appelle pas la police, j'appelle la famille ». Donc on règle les affaires d'abord entre nous. Donc, ça, c'est les groupes un peu primitifs, ethniques, primordiaux, originels. Hein. Donc, la morale, ça a un rapport avec ça. L'éthique, c'est ethos, en grec ancien, c'est le pas que je fais devant moi. Donc, là où je suis, c'est
le pas que je fais. Et donc, ce pas indique qu'il y aura eu un désir d'être là, et donc que je reste ferme et fidèle sur ce qui m'a amené là. Donc, je reste fidèle à mon désir. Donc, l'éthique peut être amorale. Nous reculons à attenter à l'image de l'autre parce que c'est l'image sur laquelle nous nous sommes formés comme moi. L'éthique peut être amorale, mais elle n'est pas immorale, parce que nous avons toujours besoin de l'autre, étant donné notre conformation néothénique, le fait que l'autre est toujours là avant nous, et l'autre nous survivra, donc nous sommes toujours dans ce rapport à l'autre où nous essayons de délimiter les contours de cet autre-là. Et donc, l'éthique en elle-même, elle doit trouver son rapport avec l'autre en tant que, justement, l'autre n'est plus le grand autre fantasmé, c'est-à-dire celui dont je prends l'ensemble de mes déterminations et qui est un autre imaginaire, mais l'autre en tant que réel, c'est-à-dire le paradoxe de la conciliation entre ce qu'il y a de plus abstrait et de plus concret. C'est-à-dire, c'est le petit autre. Comment je me comporte avec l'autre, qui est le petit autre en face de moi, ça dit l'éthique que j'ai. Si vous voulez voir l'éthique qu'ont les gens, vous regardez les gens, comment ils se comportent avec, par exemple, des gens qui leur sont considérés comme socialement inférieurs. Eh ben, vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Moi, j'ai fait des voyages en avion, il y a des gens qui passent à la télé pour des gens très sympas, cool, de gauche, etc. En fait, ce sont des vrais porcs. Je les ai vus se comporter avec des hôtesses de l'air, avec des gens qui étaient à leur service, etc., avec un tel mépris. Et là, vous voyez tout de suite l'éthique. L'éthique, ça se voit là dans la rectitude morale qui permet d'avoir une relation à deux. Voilà, c'est ça, parce que la relation avec les autres, ça commence par la relation à deux. Et l'éthique du discours psychanalytique, c'est l'éthique de la relation à deux. C'est-à-dire qu'on commence par se rendre compte que celui avec lequel on parle, eh ben, il ne répond pas. Il répond de manière bizarre. Son désir est insoupçonnable, inqualifiable, introuvable. Et petit à petit, au cours du travail discursif, on se rend compte qu'en fait, cet autre-là, c'est pas du tout le grand autre, justement. C'est-à-dire que l'analyse qui joue le rôle d'un grand autre, là, c'est, comme dit Lacan, une canaille. C'est-à-dire qu'on n'est jamais l'autre en tant que grand autre de l'analysant. La désubstantialisation de l'autre, qui correspond à la destitution subjective, c'est aussi celle-là. Elle passe par là. C'est-à-dire que l'autre, comme on l'a vu avec l'histoire des signifiants, il n'y a personne derrière. C'est un pur automatisme signifiant. C'est-à-dire que les signifiants s'enchaînent sur le mode de l'automaton et le sujet est pris dedans. Ce en quoi c'est inhumain. La destitution de l'autre, c'est arriver à concevoir que l'autre n'est pas un sujet. Donc tout ce qui est, par exemple, théorie du complot, etc., ça voudrait dire qu'il y aurait quelqu'un derrière. Mais non, il n'y a personne derrière. C'est comme derrière le rideau du docteur Mabuse de Fritz Lang. Il n'y a personne. C'est-à-dire l'automatisme signifiant, c'est ce avec quoi nous avons affaire prioritairement. Et donc pour ça, il faut revenir vers notre signifiant maître qui lui-même capitonne le discours dans lequel notre sujet est pris. Quand on avance dans une certaine direction qui est celle de ce vide central, en tant que c'est jusqu'à présent sous cette forme que se présente à nous l'accès à la jouissance, le corps du prochain se morcelle. Je ne sais pas si on avance ou si on recule vers ce vide central, ou si nous y sommes appelés et c'est un vide dangereux. Parce que c'est là que notre corps se morcelle. Parce que ce vide-là, il n'est pas atteignable par l'homme. Il n'est pas symbolisable. Nous sommes coincés dans le symbolique. Voilà. Nous avons besoin des mots pour accéder aux choses. C'est-à-dire, sans les mots, nous n'y accédons pas directement. Même à notre propre corps, nous n'accédons pas. Donc, ce vide central, si nous voulons y entrer directement, nous sommes
aspirés par le réel et nous sommes fragmentés. Nous partons en morceaux. C'est le mythe d'Isis et d'Osiris. Les mythes primitifs, c'était ça. C'est-à-dire que les anciens étaient très sages. Ils avaient déjà compris toutes ces choses-là. Mais évidemment, comme les enfants, ils ne pouvaient pas le dire autrement qu'en racontant des histoires. Et ces histoires se représentent sous la forme de mythes, mais aussi de sépultures, de pyramides, etc. Et le corps du prochain, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que le corps du prochain, c'est le prochain, on peut le définir comme celui qui a le même vide que moi, donc celui que j'aime malgré tout. C'est-à-dire que c'est même la seule manière de définir l'amour. Si on aime quelqu'un pour des raisons précises, c'est-à-dire sa beauté, sa gentillesse, son charme, son extrême convenance à mes besoins, etc. En fait, on n'aime pas vraiment. On ne peut aimer que lorsqu'on s'est débarrassé de tout cet idéal-là et qu'on voit l'autre dans son altérité radicale, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas à quelque chose d'idéal. Là, il commence à y avoir de l'amour. Et cet amour-là du prochain, c'est le prochain aussi bien de l'expression quand on fait l'amour. Quand on fait l'amour avec... on fait l'amour toujours avec un prochain. Voilà. Et donc, on s'en rend compte là que si on s'en approche trop, en fait, eh bien, le corps se morcelle et il y a une désagrégation. C'est le thème du Vertigo d'Hitchcock, hein, peut-être le plus grand film de toute l'histoire du cinéma, où il montre bien que c'est pas possible parce que nous sommes des êtres de langage et nous, il faut toujours qu'il y ait un objet petit a qui vienne nous permettre de faire la transition entre nous et ce vide abyssal qui est celui du prochain et qui est aussi le nôtre. Hein. C'est en ça, justement, où nous pouvons aimer l'autre. C'est à partir du moment où on aime ce vide abyssal qui est le même que celui de l'autre, mais qui nous est radicalement étranger, exogène, c'est-à-dire inassimilable à la notion de semblable.